Bienvenue dans ce numéro de PAF consacré au premier tour des législatives. Et pour en parler, Armelle Lebras-Chopard, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques. Et voilà, vous avez suivi... Vous suivez comme ça les élections avec passion Avec passion. Je suppose. Je suppose. Et, Véronique Jérôme, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence de sciences de gestion à l'université Paris-Saclay. Et vous êtes la co-créatrice avec votre mari, d'ailleurs, et collègue, et du site Élection Scope. Et alors, le site Élection Scope fait des prévisions sur les votes, mais qui n'ont rien à voir avec les sondages. Hein. C'est un modèle... Ce sont des modèles économétriques qui mêlent des explications économiques et politiques. Alors, je rappelle qu'en janvier dernier, vous aviez donné le résultat exact des élections présidentielles, à un moment où Zemmour était encore dans les sondages très hauts. Et vous avez fait un modèle sur les élections présidentielles dont l'une des conclusions, on verra si elle est vraie ou pas, sur législative, pardon, serait qu'il n'y aurait pas de majorité absolue pour les macronistes, hein, et que peut-être LR pourrait jouer le rôle de parti charnière. On attend. On attend. Laurent Bazory, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes maire adjoint d'Elancourt, vous êtes le vice-président de Saint-Quentin en Yvelines, le président de TV78 et le porte-parole de l'UDI toujours. Oui, toujours, hein, absolument. Oui. Nous sommes toujours là, nous sommes toujours présents. Absolument. Oh, je ne suis pas sûr que vous êtes si, nous sommes présents au second tour. Le résultat d'une législative ne donne jamais la tendance réelle de la puissance d'un parti politique. Et Nicolas Dandry, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous êtes journaliste à TV78 et on verra avec vous, on fera un point évidemment sur les résultats dans ce département. On va commencer peut-être par le premier thème parce que c'est un thème important, peut-être le plus important au fond de cette élection, vous nous le direz, c'est celui de l'abstention. Alors c'est vrai qu'il y a une abstention en hausse par rapport à 2017. Il y a, si on regarde par âge, dans les moins de 30 ans, je crois que c'est jusqu'à 70% d'abstention, c'est absolument énorme. Je voulais vous demander peut-être à Armelle, est-ce que c'est grave ? Oui, c'est grave. C'est grave. C'est un problème de démocratie. Il faut tout de même relativiser ce qui est effectivement une nouveauté, c'est-à-dire que jamais il y a eu autant d'abstention, mais seulement un point de plus qu'aux législatives de 2017. Et il faut noter que depuis 1993, l'abstention augmente régulièrement. Elle était d'environ 35% en 1993. Et 2002 va véritablement être une charnière quand on va inverser le calendrier entre la présidentielle et les élections législatives, où les élections législatives ont désormais lieu après la présidentielle et donnent jusqu'ici une majorité absolue à tout au parti qui a gagné l'élection. Donc c'est la primauté, ça annonce la primauté de l'élection présidentielle sur toutes les autres élections, évidemment. Et il y a plus de votants aux élections présidentielles, et après les gens considèrent que c'est fait, quoi. En gros, c'est un peu ça. Surtout qu'on n'arrête pas de répéter cet entrague que l'élection législative va suivre effectivement complètement les résultats de l'élection présidentielle. Donc effectivement, ça peut être une des explications en ce qui concerne la France, de la désaffection, puisqu'on se dit, la partie est jouée. J'ajoute simplement que, attention, nous parlons de la France, mais cette désaffection et cette abstention croissante est valable pour toutes les démocraties européennes. Un peu différent aux États-Unis. Oui. Alors, aux États-Unis, traditionnellement, il y a quand même relativement peu de votants dans les élections, notamment aux élections présidentielles, non ? Il y a 50% d'abstention à peu près, non ? À peu près, c'était véritablement le cas tous les derniers temps, mais jusqu'à il y a peu de temps, quand l'enjeu est vif, ça a augmenté. Ça a véritablement augmenté aux États-Unis, ce qui fait que l'abstention est, dans l'immédiat, inférieure à ce que nous connaissons actuellement en France. Enfin, tout ça est précaire. Hein. Ouais.
Il y a une étude qui est intéressante de la Fondation Jean Jaurès, justement sur l'abstention, qui montre que c'est pas tellement une désaffection vis-à-vis un désintérêt vis-à-vis de la démocratie, mais il y a le sentiment qu'au fond, la classe politique ne répond plus aux attentes qui sont celles des citoyens. Vous pensez que c'est une bonne explication, Laurent ? Alors d'abord, c'est une explication qui est un petit peu facile. Et puis, deuxièmement, on a souvent la classe politique que l'on mérite. Oui. Je pense qu'il y a un premier point, effectivement, c'est que bien souvent, la classe politique, déjà le mot classe politique me pose déjà un problème. Parce que classe politique, j'espère que les politiciens majoritairement sont issus des citoyens. En tout cas, c'est la réalité entre autres pour les élus locaux, qui me semblent être beaucoup plus représentatifs des citoyens. Mais ils sont coincés entre à la fois l'obligation qu'ils ne respectent pas d'expliquer le pourquoi ils font les choses et le pourquoi ils ne peuvent pas les faire. Ça, c'est la première logique. Et donc, on a un sentiment de déception quand on s'attend à un certain nombre d'éléments qui ne sont pas faits, mais en réalité qui ne peuvent pas être produits ou modifiés. Et donc, il y a un manque, à mon sens, de pédagogie des élus locaux, des élus nationaux, qui n'expliquent pas les choses, premièrement. Et en même temps, quand ils font, et c'est un peu ce qu'on entend, vous savez, c'est les motifs de « oh là là, le niveau du débat est nul, et par conséquent, ça ne m'intéresse pas ». Et en même temps, les Français adorent les débats qui sont nuls, parce que, vous comprenez, ça fait du buzz, et ils ont beaucoup de mal à se poser dans le temps pour analyser la réalité des objectifs et des motivations politiques. Si on explique que l'on va distribuer le SMIC à 1 500 € et qu'en même temps on n'a pas d'argent pour le financer et qu'on a un endettement qui n'a jamais été atteint, les gens ont tendance à ne pas écouter la contrainte et à n'espérer que la solution qui aurait été irréaliste. Et en plus, je rajouterais à ça l'obligation que l'on a de satisfaire à des moyens de communication, que nous ne sommes pas, c'est-à-dire les moyens de communication digitaux qui aujourd'hui poussent avec un nombre de mots très très limité, une pensée qui est censée être complexe. Quand on pousse une pensée qui est simple et qu'on ne peut pas mettre en œuvre, évidemment, on génère de l'insatisfaction parce qu'on ne voit jamais la traduction dans les actes politiques des grands projets simples que l'on présente. Je reprenais le SMIC à 1 500 €, mais c'était valable, on va stopper l'immigration. Ah oui, comment on ne sait pas. On va dire non à l'Europe. Ah oui, mais on oublie qu'on ne peut pas le faire parce qu'on a des traités. C'est pas grave, on respectera pas les traités, mais en fait, on peut pas le faire. On peut dire n'importe quoi dans une campagne. On peut dire n'importe quoi parce qu'on le dit vite et parce qu'en même temps, on a déjà eu ce débat ensemble, on est un peu des citoyens schizophrènes puisqu'on attend qu'on nous explique, mais en même temps, on veut pas entendre d'explications, on veut entendre que des solutions simples. Donc, et plus on parle fort, plus on se fait entendre généralement, et plus on parle simple. On ne va pas voter en disant, et après, je veux pas être trop long, mais j'entends ça, moi qui tiens des bureaux de vote depuis des années, quand quelqu'un vient me dire qu'il y a 12 candidats et c'est la même chose présidentielle, je ne vote pas. Pourquoi vous votez pas ? Parce que mes idées sont pas représentées. Ah bon ? Et vous avez même un canard sur les affiches. L'offre politique, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas là. Il y a le parti animaliste, il y a référence à Saturnin. Si on ne peut pas dire aujourd'hui, quand on a un genre de campagne, qu'on n'est pas représenter. L'offre, elle existe. L'offre, elle existe. Au deuxième tour, évidemment, l'offre est restreinte, ça va de soi, mais c'est logique. Mais encore une fois, j'ai ce sentiment que l'on ne prend pas assez de temps pour expliquer, mais qu'en même temps, nos citoyens, et moi le premier, on n'est pas aptes à écouter les explications, et ça va de pair avec le retrait de la presse écrite. C'est vrai qu'il y a peut-être, Véronique Jérôme, une sorte de paradoxe, parce qu'on voit un mécontentement généralisé, et en même temps, quand il y a des élections, les gens n'y vont pas. Alors, il y avait dans cette étude de la Fondation Jean Jaurès l'idée aussi peut-être que les problèmes étaient tellement complexes, par exemple du réchauffement climatique, qu'il n'y aurait pas de réponse possible par la politique. Il y a aussi cette idée-là. Enfin, il y a plusieurs idées qui peuvent expliquer cette abstention, mais c'est vrai qu'il y a ce paradoxe quand même. On est mécontent et on ne va pas voter. Mais le paradoxe existe, et il y a le paradoxe de l'ignorance rationnelle qui consiste à dire d'emblée, enfin c'est Aronson qui avait évoqué les choses, c'est pour les lecteurs, aller voter, mais pourquoi faire ? Et ma voix représente peu dans des millions d'électeurs. Et donc le premier point, c'est ça, c'est l'électeur qui, dans un premier temps, se dit mais à quoi bon, ma voix ne changera rien. Celui qui imagine qu'on pourrait éventuellement faire quelque chose ou qui peut croire aux intentions, aux promesses, parce que pour l'heure, on est que dans les programmes ne sont que des intentions, on est dans le conatif, dans l'intentionnel, dans l'intention. Donc après, on croit ou on ne croit pas. Si on croit et que l'intention, la promesse n'est pas mise en œuvre une fois élue, il y a une perte de crédibilité. La déception est grande. Et donc, il y a un schéma qui peut pour faire très court, il y a un schéma qui peut se réaliser d'un point de vue théorique. On a Hirschman qui avait envisagé, je dis Hirschman parce que c'est vraiment l'auteur le premier, qui a parlé de exit, voice, royalty. Alors, exit, je prends la porte de sortie, voice, je revendique, je m'exprime, et loyalty, je reste fidèle à mes intentions. On peut prendre le cas, prendre une image par exemple, c'est je vais au restaurant, la soupe n'est pas bonne, je fais appeler le cuisinier et je lui fais part de mon mécontentement. La soupe n'est pas bonne,
je ne dis rien, je pars. Et je ne reviendrai plus. Je ne suis plus fidèle, c'est terminé, ils ne me reverront plus. La soupe n'est pas bonne. Donc j'exit, voice loyalty, je reste, exit, je pars. Et la revendication, c'est je fais savoir. Et l'autre possibilité, c'est je suis fidèle, je ne fais pas venir le cuisinier, je ne lui dis rien, j'imagine qu'aujourd'hui il n'était pas dans son... Il n'était pas en forme, il n'était pas en forme, ça sera meilleur demain. Ça ira mieux demain, donc je reste fidèle. Ouais. Fidélité, non-fidélité, ou je sors. Et là, on va avoir la même chose sur les élections. Hein, on peut avoir la même chose. C'est qu'on peut avoir, et je trouve aussi un point supplémentaire, c'est les unions qui ont été faites. Alors la stratégie de Mélenchon, elle est formidable, elle a marché formidablement. D'ailleurs, on pourrait se poser la question, si d'autres en avaient fait autant, aurait-il pu avoir la même réussite? Et peut-être que la droite aurait pu s'en inspirer. Mais pourquoi la droite ne s'en inspire pas? Peut-être parce que la droite a réfléchi un peu plus. Ce que je veux dire, l'union incite tous les membres de l'union à faire des compromis. Certains diraient des compromissions. À partir du moment où je suis dans l'union, je perds un peu ce qui faisait ma colonne vertébrale. Et c'est en ça que la droite a, j'essaie de dire les choses de façon objective et non pas partisane, mais la droite a pris l'argument de dire on est sur le terrain. Mais moi je dirais plus encore, ils ont pris l'argument de conviction auquel ils ne voulaient pas déroger. Là, on a des partis qui font l'union, qui vont avoir des sièges, qui font du buzz, mais après... Que vont-ils faire de cette union? C'est toute union, quand elle est faite d'éléments hétérogènes, peut amener, et c'est mon dernier point pour faire finalement une épanadiplose, c'est la fidélité à l'union peut amener des deux côtés du point de vue de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que les partenaires de l'Union vont être fidèles le temps d'avoir les voix des électeurs. Ils vont respecter l'Union. Le PS qui est dans LFI, pour être clair, voilà. Pour parler de la NUPES ou de la NUPS, je ne sais pas comment on prononce, mais le PS qui est dans la NUPS pour l'instant, il est dans la NUPS. Ouais. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir un groupe pour en sortir le plus vite possible. Donc c'est pas vraiment l'Union. Et chacun va essayer de sortir. Et pour l'électeur, c'est la même chose. Ouais. L'électeur va être piégé. Il va simplement se dire, est-ce que je veux voter? Mon candidat PS n'est plus là, on me dit mon candidat PS c'est un UPS maintenant. Mon candidat PS c'est un LFI. Mon candidat écolo est un UPS. C'est un peu ce qui peut amener les électeurs à avoir finalement laissé tomber les élections. Vous êtes tellement beau dimanche que certains se sont dit ils feront sans moi. Oui, c'est ça. Nicolas ? Par rapport à l'abstention, il y a un autre paradoxe aussi, peut-être qu'on peut évoquer, c'est la volonté des Français de participer un peu plus dans la vie politique et finalement de ne pas passer par une démocratie représentative, mais une démocratie directe ou participative. Et on le voit notamment, c'était l'une des revendications des Gilets jaunes. Parmi les nombreuses revendications, c'était la volonté de participer un peu plus dans la vie politique. Et puis certains hommes politiques aussi et femmes politiques avancent l'idée que entre les 5 années, entre les élections présidentielles et les élections législatives, certes, il y a des élections locales, mais il y a aussi une démocratie qu'il faudrait faire vivre avec des rendez-vous participatifs. Et là, je réévoque ce que j'avais déjà évoqué dans le PAF, mais tout ce qui est budget participatif au niveau local, peut-être un peu plus de pouvoir pour le CESE aussi, où on sait qu'il pourrait y avoir des citoyens qui pourraient siéger dans cette... Il y a le Conseil national de la refondation dont a parlé Emmanuel Macron, qui est en fait une sorte de réponse à ça. Alors on voit que, notamment le président de la République, prend en compte cette volonté de participation à la vie démocratique de la part de la population. Mais il y a un paradoxe quand même, parce qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer dans les urnes aux Français, et ils ne la saisissent pas, parce que peut-être qu'ils veulent autre chose, et ça passerait peut-être par cette démocratie participative qui a été théorisée par je ne sais plus quel politiste. Si, c'est pas... Oui, il y en a pas mal, oui, exactement. Pas hommes politiques, mais des chercheurs. Si on ne se souvient pas, c'est mauvais signe quant à l'efficacité du système. Alors, c'est pas des hommes politiques, je parlais d'un chercheur politique. Non, c'est oui, un grand politologue de gauche, un des leaders de la... le nom va nous revenir dans quelques instants. La qualité de représentativité des citoyens sélectionnés pour participer à ce genre d'organisme, moi je la mets quand même un petit peu en cause, parce que le magnifique... Rosan-Vallon, oui. Rosan-Vallon, que j'ai pas le plaisir de connaître, mais j'ai pas le même bagage que vous, c'est pas ma spécialité, je suis pas docteur en politique, plutôt en géologie, alors ça aide pas. Mais ce que je voulais dire, c'est que... Ça pourrait devenir utile. Oui, pour creuser. Mais ce que je voulais dire, c'est que le rendu de la Convention citoyenne sur le climat, par exemple, et la validité des membres, moi mon problème c'est qu'ils ne représentent qu'eux-mêmes, voilà, ça c'est mon premier sujet, et du coup les rendus qui en sont faits me semblent très orientés quand même et ne correspondent probablement pas à l'intérêt général de l'ensemble des citoyens, et je vois pas d'autre meilleur système que l'expression du droit de vote. Et après je vais prendre un exemple très local que l'on connaît tous, c'est l'obligation des enquêtes publiques qui ont été très renforcées avec la capacité de le faire en digital pour réunir un maximum de gens, etc. Quand vous faites un quartier dans lequel vous avez 6000 habitants,
que vous devez réformer et que vous êtes contrainte à cette enquête-là. Vous la faites, vous communiquez dessus, dans votre bulletin municipal, à la télévision, à la radio, par tract dans les boîtes aux lettres, etc. Sur un cahier de 6 000 habitants, vous avez 38 participants. Donc c'est là où je reviens sur mon problème de citoyen, c'est-à-dire qu'en réalité, la majorité, je pense qu'elle reste silencieuse. Armel Labrachamba. Pardon, excusez-moi. Il y a quand même quelque chose d'assez paradoxal aussi, que Macron, qui n'a pas fait énormément d'annonces et qui ne s'est pas lancé dans la campagne, il nous parle avant les législatives d'un autre mode, finalement concurrentiel, avec tous les défauts que vous avez signalés. Et sur dont on ne sait pas très bien comment il sera organisé d'ailleurs. Mais enfin, c'est vrai qu'on peut se dire, mais à quoi ça sert l'Assemblée nationale si on va faire à côté un Conseil national de la refondation? À ce moment-là, alors qu'il n'annonce pas grand-chose d'autre. Mais il y a un autre effet qui n'est jamais noté par les commentateurs ces jours-ci, en ce qui concerne l'abstention, et qui sont des mécanismes institutionnels. Si vous prenez une élection, quand vous avez la majorité absolue, vous êtes normalement élu. Mais la règle institutionnelle veut que vous ayez votre pourcentage corresponde à 25% des inscrits. Je vous donne un exemple. Marine Le Pen obtient plus de 55%. Oui, elle n'est pas élue au premier tour. Elle n'est pas élue au premier tour. Pourquoi ? Parce que ces 55% ne correspondent... C'est 12,5%. Non, là, attention. J'y reviens après. Pardon. Non, c'est ça qui est compliqué. Non. Excusez-moi. Quand on est élu au premier tour avec une majorité absolue, donc cas de Marine Le Pen, plus de 55%, mais ces 55% ne correspondent qu'à 23% et des poussières des inscrits. D'où second tour. Ce qui dit second tour dit avec la possibilité de rejet du RN que ce qu'elle avait gagné majestueusement, est remis en cause. Deuxième chose, et là on vient à nos 12,5%, et ça explique aussi, à mon avis, ça peut expliquer aussi l'abstention. Auparavant, vous aviez la possibilité et vous avez toujours la possibilité de triangulaire. Mais pour avoir une triangulaire, il ne faut pas simplement être en troisième, quadrangulaire également, il ne faut pas simplement être en troisième ou quatrième position, c'est là qu'il faut avoir, avec votre pourcentage, 12,5% de pourcentage des inscrits. Oui, ce qui est beaucoup. Donc, et avec l'abstention à 52%, il faut plus de 25% des voix au groupe. Et donc, vous ne les avez pas. C'est dû au fait qu'il y a évidemment, un nombre important de candidats. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe et au niveau de l'abstention et au niveau de la suite? C'est qu'au lieu d'avoir trois candidats qui vont s'affronter au second tour, vous n'en avez que 2. Et vous allez avoir, dans de nombreuses circonscriptions, un ou une RN. Et donc, pour l'électeur devra choisir entre RN ou NUPS ou LREM, ensemble, enfin les macronistes. Et donc, ce problème cornélien n'aurait pas eu lieu s'il y avait eu une triangulaire. Par exemple, si vous aviez eu LR ou UDI, vous aviez NUPS et RN, c'est pas compliqué, je vote LR. Et vous n'auriez pas eu tous ces débats qui ont eu lieu ces jours-ci, et ce cafouillage dans la majorité présidentielle pour dire tout sauf, pas tout justement, aucune voix pour le Rassemblement national. Mais si on est républicain, on peut voter quand même pour quelqu'un de la NUPS, pourvu qu'il ne soit pas... c'est pas très clair la position d'ailleurs. Ça dépend des gens. Simplement, ce que je veux dire, c'est que les règles institutionnelles... c'est vrai qu'elles favorisent le fait qu'il n'y ait que des duels. Et le clivage gauche-droite qui est revenu en force. Et voilà donc un système dans lequel l'abstentionniste pèse plus que le vote blanc. Absolument. Il a plus d'impact sur cet abstenant que celui qui fait l'effort de venir dire « je vote blanc parce qu'aucun candidat ne me correspond ». C'est une aberration. Vous voulez rajouter quelque chose En même temps, en fait, 2 mots. Il fut un temps où les triangulaires, elles venaient du pouvoir de nuisance du FN à l'époque. Et donc la droite a beaucoup pâti aussi de triangulaires où finalement la droite était, vous voyez ses voix splittées. Oui, la droite perdait beaucoup de circonscriptions à cause des triangulaires. C'est pour ça que la loi a été modifiée d'ailleurs. Je pense qu'il y a un lien. Maintenant, on revient sur beaucoup de choses qui ont été établies parce qu'il y a des intentions derrière et qu'on peut imaginer. Et puis, le deuxième point, va y avoir beaucoup de duels, effectivement. Après,
que peut-on penser des consignes de vote? Parce que finalement, chacun y va de sa consigne de vote, mais il arrive un moment où on va finir par boucler. Parce que la stratégie qui a été utilisée, notamment par le parti de la majorité présidentielle, qui a consisté à dire à l'élection présidentielle, tout sauf Marine Le Pen, un vote contre Marine Le Pen, à instrumentaliser Jean-Luc Mélenchon. Parce que finalement, quand même, au deuxième tour, il y a 41% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui ont voté pour Emmanuel Macron. Et à dire même, on partage certaines valeurs avec les mélenchonistes. Voilà. Emmanuel Macron en use, instrumentalise Jean-Luc Mélenchon avant les législatives en disant et en faisant ce ministère de la planification écologique, si je qui était dans le programme de voilà, qui sont repris voilà, qui sont, mais c'est un peu de la triangulation. D'ailleurs, la triangulation, elle est faite par tout le monde. Hein. Et aujourd'hui, donc, le diable, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc ça devient compliqué. Les consignes de vote vont être très compliquées. Les lecteurs. Le diable, c'est toujours l'adversaire principal. Voilà, je dirais pour terminer, peut-être que, pour terminer ce point, en tout cas, c'est les lecteurs qui décident. C'est les lecteurs qui est le juge de paix, c'est les lecteurs qui décident. Et parfois, on pourrait. Peut-être même que les consignes de vote vont s'user. À force d'entendre des consignes, soit l'électeur va dire « je fais ce que je veux » et je vais être encore plus incité à voter contre ce qu'on me demande, ou alors il va rester à la maison. Et là, on retrouve l'abstention. Et cela dit, quand souvent des responsables politiques disent « on n'est pas propriétaire des votes », ils ont raison de le faire, même s'ils le font souvent par quelques politiques, si on entend cette phrase. Juste un mot avant de... Peut-être sur les Yvelines, l'abstention dans les Yvelines, quand même. Juste un mot sur Armel, sur la... Au fond, on a l'impression comme ça que la démocratie est un système qui existe de tout temps et qui existera toujours. Au fond, ça montre quand même cette abstention que c'est un régime qui est fragile. Ça a toujours été un régime fragile et la démocratie est elle-même évolutive. Hein. Si on part depuis la démocratie grecque où les femmes étaient exclues, les esclaves également. Il y avait des esclaves, heureusement pour faire marcher. Il fallait qu'ils travaillent, hein, parce que le citoyen était censé ne pas être celui qui ne travaillait pas. Qu'on arrive jusqu'à aujourd'hui où non seulement les femmes votent depuis 1944, ce qui est très récent, mais où il y a un droit de vote aussi pour les étrangers s'ils sont européens ou municipal. Donc on voit que la démocratie sur le plan du vote s'est véritablement étendue. Mais simplement, on revient à la question de tout à l'heure, il y a d'autres formes de démocratie. La démocratie participative, qui pourrait être un lien qui ne devrait pas être en concurrence avec les législatives. Parce qu'aux législatives, on parle de l'intérêt général, c'est-à-dire de toutes les questions, pas simplement du climat ou de je ne sais quelle autre question. Mais il y a une troisième possibilité, quand la démocratie véritablement ne fonctionne pas bien, c'est la rue. Hein. Et c'est la rue. C'est la rue. Et on voit bien qu'il y a des crises depuis les gilets, comme les gilets jaunes, etc., qui déplacent la solution politique vers la rue plutôt que vers les assemblées ou vers la délibération. Il y a quand même ça. Voilà, c'est vrai que c'est un problème. Il y a une tentation, y compris dans les analyses, de dire, mais finalement, un régime autoritaire, alors ne parlons pas de Poutine, mais un régime autoritaire, au moins, c'est tranché, les questions, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et il y a une tentation, malgré tout, de régime. Mais il y a des sondages qui étaient très inquiétants là-dessus, hein, qui montraient qu'il y avait une appétence d'un grand nombre de Français pour un régime autoritaire. Et si on prend les jeunes dans les sondages, on voit que l'attachement à la démocratie, il devient minoritaire. Donc ça pose des problèmes. Peut-être un mot, pardon, sur les... Un mot, oui, sur les Yvelines, pour dire que le département des Yvelines, finalement, est meilleur élève que la moyenne nationale. On a une abstention qui est en dessous des 50%. Faut dire quand même que les Yvelines, c'est comme au niveau national, je pense, c'est que en fonction de la catégorie sociale, ou de l'âge, eh bien, on est plus ou moins abstentionniste. Je vais prendre un exemple avec les quartiers populaires, 70% d'abstention aux Mureaux, plus de 60%... en gros, les jeunes ne votent pas, les vieux votent. Voilà, exactement. Hein. Et puis, plus on est une catégorie sociale défavorisée, moins on se déplace aux urnes. Oui, dans les quartiers, ce qu'on appelle les quartiers, il y a eu une abstention très forte. Je le disais, 70% aux Mureaux, plus de 60%
60% à Trappes ou encore à la Verrière. Et puis on verra plus tard dans l'émission et que ça sera décisif notamment dans la 11e circonscription et la 8e circonscription. Absolument. Eh ben on va... Pardon, non, mais on peut aussi se poser la question de comment aller faire en sorte que les jeunes reviennent voter. Et même si personnellement je suis très attaché au symbole républicain, pour beaucoup de raisons, je pense aussi qu'on se doit de faire probablement évoluer techniquement le mode de scrutin. Et qu'à l'époque où on paye ses impôts, on valide ses impôts avec son téléphone portable, j'avoue que, même si ça me fait parfois mal, parce que j'aime bien le bureau de vote et le rituel, etc., je suis très attaché au rituel, je pense que si on veut que les jeunes viennent voter, il faut aussi aller vers des méthodes modernes de vote à distance. Je n'ai pas dit par correspondance, j'ai dit à distance, de manière informatique, et qu'on ne vienne pas me sortir le sempiternel, oui, mais la sécurité. On est en capacité aujourd'hui d'avoir des méthodes très sécuritaires pour garantir le vote. Et je suis certain que si on le faisait, on serait certainement bien au-delà de ça. On peut voter pendant 2 jours. Enfin, je vais même donner cet exemple. Quand je vois que le bureau de vote reste ouvert jusqu'à 20h... Alors que ça pourrait... Il y a plein de pays qui votent en semaine. Pourquoi laisser les bureaux de vote ouverts à 20h, entre 18h et 20h? Il n'y a absolument personne. Si on était en digital, tout le monde aurait voté la veille. Et puis les résultats seraient donnés en 3 minutes. Non mais, je vais au bout. Absolument. Je pense que, alors que on voit que la façon de voter et la façon dont les gens vivent a évolué, nous sommes restés sur un vote un peu archaïque. Je suis avec mes petites enveloppes. Désolé, hein. Mais... de scrutin aussi. Hein. Si on avait la représentation proportionnelle, il y aurait plus de représentativité. C'est peut-être le dernier scrutin au vote majoritaire. On l'avait déjà annoncé. Hein. C'est peut-être le dernier scrutin uninominal à 2 tours pour législatif, puisqu'on nous annonce la proportionnelle. 2017 aussi, on nous l'a annoncé. L'autre proposition qui a été annoncée aussi, c'est mettre l'élection présidentielle le même jour que l'élection législative. Oui. Au moins, on va au bout du sujet, comme ça, au moins... En tout cas, ça demandera des réformes et institutionnelles et sans doute politiques. Et donc du courage. Pour essayer, et donc du courage. On va parler des résultats, évidemment, parce que c'est quand même important. Et c'est le deuxième thème de l'émission. Alors, vous le disiez, il y aura beaucoup de duels, ce deuxième tour. Au fond, si on regarde en gros, il y a en effet un bon comportement de la gauche, de la NUPS, même si quand on regarde par rapport à 2017, si on ajoute les voix du PC, du PS, de LFI et des écolos, ils faisaient plus en 2017 qu'aujourd'hui. Parce que, au fond, on dit, ouais, voilà, c'est un beau comportement, c'est vrai, mais enfin, ils sont à 25-26%, c'est quand même pas énorme. Non, mais les macronistes... Et les macronistes perdent de 6 ou 7 points par rapport à 2017. Voilà, 6 ou 7 points par rapport à 2017. Oui, cette question d'avoir un bloc qui va être la NUPS, c'est très important, à tel point que c'est cette idée que serait comptabilisé au résultat les partis et pas la NUPS, évidemment, on serait revenu à la situation de 2017. Donc là, vous voyez, il y a aussi encore un élément institutionnel. Mais le fait qu'il y ait ce bloc a créé une dynamique, sans compter que Mélenchon a été pratiquement le seul à faire véritablement campagne. Marine Le Pen était fatiguée, on la comprend, mais enfin, c'était peut-être pas le moment d'aller se reposer. Les macronistes sont restés silencieux en se disant pas de vague, de toute façon ça va nous arriver, ça va nous tomber du ciel. Bon, ce qui est pas marché comme ça. Ce qui est une forme d'arrogance aussi. Oui. Hein. Et donc, on se trouve maintenant avec, je crois, 376 NUPS au second tour. Donc, oui, la plupart des duels seront NUPS. Voilà, il y aura 60 NUPS et plus, et dont 60 NUPS Rassemblement National. Oui, et il y a le Rassemblement National. Alors, sur la gauche quand même, donc oui, il y a quelque chose qui s'est passé, puisqu'ils sont premier ou deuxième, ça on ne sait pas, ça dépend. D'après le ministère de l'Intérieur, ils sont deuxième, mais Mélenchon dit comment on a truqué les chiffres, etc. Mais alors, le problème que ça pose, c'est aussi le problème de la réserve de voix, parce que c'est une élection à 2 tours. Non ?
C'est À pas partir du moment, effectivement, où on prend des cartes, des lapins, on les marie ensemble, il n'y a plus d'autres cartes ni de lapins pour rejoindre une majorité. Donc, du coup, il n'y a plus de réserve de voix, de fait, puisque la réserve de voix, elle est conglomérée. Alors que si, effectivement, il y avait eu une séparation, on aurait peut-être des circonscriptions dans lesquelles, effectivement, au deuxième tour, on pourrait ramener vers soi et d'ailleurs avoir une politique de communication, de programme aussi, de consensus. Parce que ce que vous disiez tout à l'heure est très juste. Hein. Le programme, il est à la fois vague, il est complexe, et je vois mal certains candidats ex-socialistes pouvoir adhérer à l'ensemble des idées qui sont... Et même, ça va au-delà de la compromission, parce qu'il y a quand même des choses où c'est un écart incroyable, donc c'est absolument impossible. Quand vous êtes dans une logique de second tour, dans un modèle traditionnel, il n'y a pas juste que l'addition des noms, il y a l'addition des programmes, et il y a le compromis, entre guillemets, un peu à l'allemande qui se met en place, avec une vraie programmatique, dans laquelle des électeurs éventuels, qui n'ont d'ailleurs pas voté pour vous au premier tour, peuvent vous rejoindre. Là, c'est assez compliqué parce que, effectivement, NUPES reste dans un algorithme de programmatique qui est le même qu'il était au premier tour. Il n'a pas de parti petit ou secondaire qui peut le rejoindre et il n'y a pas de programme différenciant qui est issu de la logique de la stratégie des alliances du premier tour. Donc, effectivement, il n'y a pas de réserve de voix parce qu'il n'y a pas non plus de réserve de programme. Et localement, on le voit bien. C'est-à-dire qu'on peut quasiment faire le résultat du deuxième tour avec un tableau Excel. Ce qui d'habitude n'est pas le cas. Vous nous le ferez tout à l'heure. Je pense que ma collègue à côté est beaucoup plus apte que moi pour le faire. Mais c'est vrai que ça m'a rappelé un peu le... Alors c'est une autre élection hein, qui est très différente, mais Mitterrand en 74 et Mitterrand en 81. En 74, il est candidat unique de la gauche, il fait 46% au premier tour, mais il n'arrive pas aux 50% au deuxième tour. Enfin, c'était du tout close to call quand même. Pardon ? C'est un 49 et quelques. Oui, 50, c'est bien. C'était très. Oui, avec un score énorme au premier tour. Mais il n'avait pas tellement de réserve de voix, puisqu'il était candidat unique de la gauche. Et en 80, il fait beaucoup moins au premier tour, mais il est élu assez largement au deuxième, parce qu'il y avait en effet des renforts possibles entre les deux tours. C'est vrai que ça pose un problème, ça, celui de la réserve de voix. Simplement raisonner en termes de réserve de voix. Il faut aussi raisonner en termes de celui qu'on ne veut pas Absolument. Alors, il y a aussi, Donc, en ce qui concerne la gauche, si vous vous trouvez en face d'un duel où il y a un rassemblement national, on va peut-être quand même voter le candidat celui qui est contre. Adverse. Oui. Et puis il y a un deuxième élément sur les réserves de voix, donc ça joue aussi pour le Rassemblement national quand il y a un duel avec les macronistes. On veut vraiment pas de Macron, on vote à gauche. Donc on a encore des surprises qui peuvent intervenir. Possible. Ouais. D'ailleurs, vous avez raison, parce que quand les sondages montrent, quand on leur demande aux Français est-ce que vous voulez donner une majorité législative à Emmanuel Macron, ils répondent non à un assez fort pourcentage. Hein. Donc il y aura probablement dans ce deuxième tour un certain nombre d'électeurs qui voudront voter contre la majorité absolue aux macronistes. Il y a l'idée d'un rééquilibrage, l'idée que on n'est pas d'accord avec aucun des deux du duel, mais on va voter celui qui est contre Macron parce qu'il faut rééquilibrer, redonner au Parlement un certain rôle de contre-pouvoir. Ça peut être schizophrène, parce que c'est un peu, si c'est la balance des pouvoirs à l'américaine, on pourrait se dire effectivement, on va avoir des institutions avec des couleurs indépendantes, enfin des couleurs opposées, mais là le problème, c'est que finalement, quand on s'interroge sur ce qui va se passer sur les réserves de voix, on peut avoir je suis désolée, je suis en plein passage à vide, je n'ai pas assez dormi, mais je voulais dire plusieurs choses. Le vote utile, voilà, c'est ça que je cherchais. La question du vote utile. Le vote utile, c'est un argument qui marche, qui essaie de finalement, qui a été utilisé, je dirais, usé aujourd'hui. Et je me pose la question de savoir, parce que j'essaie de me mettre du côté de l'électeur, est-ce qu'il a encore envie de voter utile quand il s'aperçoit que finalement son vote utile est dévoyé, que je reviens à cette idée de programme. On lui dit, bon bah voilà, c'est tout sauf, c'était même aussi bien du tout sauf Sarkozy que du tout sauf Le Pen, ça va être du tout sauf Mélenchon. Donc là, l'électeur, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Désolé, mais l'électeur est dans ce qu'on appelle une forme de myopie. Donc l'électeur est court-termiste, il voit à court terme. Il se dit, oui, effectivement. Et puis on voit déjà, je crois qu'il y a un pourcentage pratiquement au-dessus de la moyenne qui commence à dire, on est insatisfait de Macron version 2, deuxième mandat, absolument. Alors que il n'a rien fait. Ce n'est pas commencé, il a juste fait quelques promesses. Et donc, l'électeur qui est dans cette logique se dit, bah oui, allons-y, votons utile, on va essayer de tout sauf. Mais le problème, c'est qu'ensuite, passé l'élection, est-ce que les promesses seront tenues? Est-ce qu'il y a une crédibilité? Là, on a un gros problème.
Parce que le tout sauf est un programme. Hein, voilà, le tout sauf déjà n'est pas un programme, mais et Emmanuel Macron nous montre aujourd'hui que finalement, il a été élu, certes, bien élu, réélu, certes, il n'y a rien à dire contre ça, mais il n'a pas de soutien politique. Je m'explique. Soutien politique, la crédibilité, la popularité d'Emmanuel Macron est en déficit. Il y a plus de mécontents que de satisfaits. Il est à 41% de satisfaits. Donc là, il y a un déficit. Et ce qu'on interprète quand on veut regarder un peu les choses, je dirais, dans un angle politico-économique, ça signifie que le soutien politique n'est pas là. Ça signifie qu'il n'y a pas d'état de grâce. Et là, c'est terrible, parce que c'est en état de grâce que le président peut normalement assez confortablement mettre en place les réformes les plus compliquées. La réforme des retraites, pourquoi on nous dit qu'elle sera... Alors, si j'ai bien compris, ce sera fini à l'été 2023, mais entre les deux, je ne vois pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on va avoir le résultat, on nous l'annonce. Il va y avoir beaucoup de concertations, à mon avis. Les concertations, elles auraient dû être là tout de suite, mais elles sont reportées parce qu'on sent bien que ça va être compliqué. Sans soutien politique. Vous ne pouvez pas aller aux législatives en disant on va faire la réforme des retraites à 65 ans, alors qu'il y en a un autre qui vous dit bon non, à 60 ans ça va très bien. Donc oui, c'est vrai que c'est compliqué. Avec l'électeur. Parce que si vraiment on fait la réforme des retraites à 65 ans, si on dit à l'électeur on l'a fait, il vote pour, il ne sera pas étonné, il n'ira pas dans la rue quand on lui annoncera la réforme des retraites à 65 ans. Ça promet des lendemains compliqués. Si on lui dit peut-être, peut-être pas, l'électeur ne va pas comprendre, et là c'est le troisième tour social garanti. Enfin moi c'est une des craintes que j'ai sur cet aspect. Après, nombreux sont ceux qui n'ont pas dû vivre les périodes de cohabitation pour penser qu'il n'est pas positif d'envoyer une majorité à un président qui a été élu tout de suite après les élections. Hein. Parce que cohabitation, souvenons-nous de ce que ça donne rien en fait. Hein. Il ne se passe rien. Si, il ne se passe rien. Mesurette. C'est beaucoup de choses. Oui, parce qu'il y avait une embellie économique, effectivement. Ça a duré 5 ans quand même en plus. Elle a duré 5 ans. Il perd, et après les finales, il perd. Elle a duré 5 ans la cohabitation aussi. Donc c'était une cohabitation longue, oui. Mais personnellement, en tout cas, politiquement, je préfère. Pourtant, je suis ici en tant que porte-parole ULI, donc je devrais dire qu'il ne faut pas le faire. Mais moi, je préfère quand même un système dans lequel la démocratie, alors pas la démocratie là pour le coup, la démocratie s'est exprimée et néanmoins les réformes se mettent en place. Parce que le système bloqué, et d'ailleurs, il est prévu pour ne pas être bloqué. En réalité, on décide, ça fonctionne, et par contre, on n'est pas d'accord, on sanctionne le coup d'après. Voilà. Et où on fonctionne aux élections intermédiaires. D'ailleurs, ce sera très intéressant de voir les prochaines élections intermédiaires où, franchement, bien fort, peut-être vous pourrez nous aider, d'ailleurs, en nous faisant des prévisions suffisamment à l'avance. Mais Jérôme Jaffray parlait déjà dans le Figaro, on a l'impression d'être dans des élections de mi-mandat. Oui, c'est ça. Donc, mais voilà, c'est ça. Et il est vrai que le calendrier, là, est complètement... un mois après, on a des élections de mi-mandat. Voilà. Mais c'est vrai que ça nous rappelle que la réélection de président, ce n'est pas la même chose qu'une élection. Il y a quand même une grande différence. Et puis j'ai aussi cette notion de personnalisation du candidat qui l'emporte par rapport au programme. On revient sur le sujet de tout à l'heure, sur le côté marketing, raccourcissement des messages. Il faut que le ou la candidate soit belle, qu'elle parle bien, qu'elle accroche les jeunes, etc. Le contenu, je suis certain que si on faisait, peut-être vous fait le sondage de quel est le contenu du programme des uns et des autres, à mon avis, on aurait des surprises. Vous voyez, par exemple, on dit, alors, le montant du SMIC, c'est pour... Alors, 1500, 1000, lui, il a dit 2000. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que les gens ne connaissent pas les programmes, ils ne les lisent pas. Enfin, parfois, ils ne connaissent même pas le nom des partis, parce qu'avec toutes ces étiquettes qui ont été collées, parce que là aussi, c'est du marketing. Donc là, c'est tellement évident. Par contre, lui, il est joli, elle parle bien, il est beau, il s'exprime bien, il était sur Twitter, il était sur Switch. Je ne veux pas donner de cas, mais je connais personnellement la famille, j'en ai dit, je vote NUPS. Je dis, ah bon, pourquoi ? Il parle aux jeunes. Mais comment ça, il parle aux jeunes ? Aux jeunes ? Oui, aux jeunes. Je dis, mais pourquoi il parle aux jeunes ? Parce que sur Twitter, parce que sur Switch. Je dis, mais d'accord. Et le contenu, il a dit quoi ? C'est des airs de tartare, mais il a parlé aux jeunes. C'est un peu. Ceci dit, quand Emmanuel Macron prend McFly et Carlito, c'est la même logique. On est dans ce marketing-là. Et on va chercher des électeurs. Non, on l'a toujours fait, ceci dit, mais on va chercher des électeurs, on parle plus de fond. On parle plus de fond. Comme quoi le vote n'est pas rationnel. Et il est irrationnel, je suis tellement d'accord. En fait, la différence entre le gain et la perte, je pense qu'il est dans l'irrationalité. Il n'est pas dans le fondement, il est là-dedans. Et quand on parlait tout à l'heure de 49-51 de l'époque, parce qu'on est tous paniqués, on se dit, oh là là, les majorités d'aujourd'hui, elles sont fragiles. Quand on gagnait 49-51, personne ne disait que c'était fragile. Pourtant, elles avaient la même fragilité, mais on était dans l'irrationnel. Et d'ailleurs, Mitterrand, c'est aussi, il parle aux jeunes à l'époque. Alors, il n'était pas jeune, mais il parlait aux jeunes. Si, génération donc, je vais faire effectivement. les radios libres, je le sais, parce que je suis issu des radios libres. On va faire les radios libres, etc. Super, on parle aux jeunes. Le programme économique, qui a été moyen quand même, il n'existait pas, les gens ne le voyaient pas.
Donc on vote pour du marketing. Il y avait comme pour les présidentielles, on vote pour le- nationalisations, tout ça. Il y avait quand même- Et alors, Patrice, vous croyez-vous vraiment que les gens d'époque étaient pour les nationalisations? Si on avait fait Non, un non, sondage, je dis pas, et non, vous, non. les nationalisations, ça vous rapportera quoi? Ouais, mais comme disait Véronique tout à l'heure, il y avait aussi une part de vote contre Giscard en 80. Il y a aussi ça. Parce que, justement, si on revenait à politique parce aussi. qu'il y a une élection qui est intéressante en législative, c'est 78. 78, premier tour, la gauche est assez en bonne position. Tout le monde pense qu'il va peut-être y avoir une cohabitation. Et il y a un retour de la droite entre les deux tours. Ça peut arriver, ça, qu'il y ait des changements. Tout peut arriver, hein. Tout peut arriver. Et d'autant qu'il n'y a pas simplement l'apparence Oui, c'est du candidat, mais comme on joue davantage sur le sentiment, finalement, c'est ça, que sur la raison, il y a aussi l'importance du récit. Mélenchon, il fait rêver. La retraite à 60 ans, 1 500 €, il fait rêver. Et en face, ils ne font pas rêver. Court terme, c'est ça le problème. Mais, On leur dit ce qu'ils ont envie Oui, d'entendre, mais mais elle a plus raison tard. de dire, non, oui. mais ça fait rien. Mais- Il y a un récit, il y a ce qu'on appelle un storytelling, et par conséquent, on est entraîné là-dedans, et au moins, on sort du marasme, de la grisaille et de la vérité, finalement. C'est vrai que Sans la réalité. quand Elisabeth Borne dit le soir de sa nomination, je voudrais dire aux petites filles, allez au bout de vos rêves, je suis pas sûr que le rêve des petites filles, c'est de mettre la retraite à 65 ans. Donc, Non, mais en même temps, même si Madame la Première ministre est quelqu'un d'extraordinaire, Oui, est-ce que vous pensez qu'elle nous fait rêver, en fait? C'est le problème. oui, Nicolas. Je rouvre la parenthèse de la démocratie participative parce que le politisme est revenu en tête. C'est Jürgen Habermas, Ah, Habermas, oui, non, politiste oui, oui. allemand qui Allemand. a Un philosophe théorisé allemand. la allemand. démocratie participative. Mais Rosa Vallon aussi a beaucoup Voilà. écrit là-dessus et a influencé notamment Ségolène Royal. Je ferme la parenthèse juste pour répondre à Laurent. Et donc Elisabeth Borne, puisque donc Et Elisabeth donc, Borne était directrice de Elisabeth cabinet de Ségolène Royal pendant très Juste longtemps. pour répondre à Laurent, ça a toujours existé finalement. C'est juste qu'aujourd'hui le média il change. Avant il y avait la télévision, l'apparition de la télévision que le général de Gaulle a utilisée. Ensuite aujourd'hui c'est juste que c'est parce que c'est digitalisé et du coup on touche plus les jeunes avec le digital. Il y a plus de masse, disons. C'est pour ça que peut-être que ça choque entre guillemets aujourd'hui. Non, c'est pas que ça choque. Non, non. C'est pas ce que je voulais dire, ça me choque. Ça C'est réduit. de dire que ça démultiplie la capacité de la parole immédiate, rapide, dans la poche de chacun d'entre nous, dans la poche. Pardon de ce que je veux dire, je vais aux toilettes, je regarde quoi? Je regarde un tweet, je sais même plus combien de caractères, 244, j'en sais rien, en 3 secondes, n'importe où, n'importe quand. Et du coup, le temps de la réflexion, lui, il a disparu. Alors qu'avant, j'étais un tribun, je m'adressais à une foule, faites une réunion publique aujourd'hui, en campagne électorale. Qui vient à la réunion publique? 2-3 de vos opposants pour vous écouter et mettre le bazar, et vos adhérents, voire même les adhérents, vous allez chercher à côté, vous dire remplis la salle, remplis la salle, remplis la salle. Les autres, ils sont où? Ils sont chez eux, mais ce qui est très bien, sauf que il n'y a pas le temps de la réflexion, il n'y a pas le temps d'écoute, il n'y a pas le temps de la comparaison, et je compare ce 244 mots. Venez comme vous êtes. Enfin, c'est du marketing, c'est de la pub. C'est pas choquant, mais il n'y a pas de fond. J'en reviens à mon sujet, il n'y a pas de fond. Et d'ailleurs, où est la différence aujourd'hui, réellement, entre LR, UDI, Macron? On va me dire, mes amis qui vont dire, oh Laurent, comment tu dis ça et tout? Bien sûr qu'il y a des différences, mais c'est dans le détail des programmes. Et comme personne ne va lire le détail des programmes, on juge sur l'apparence, les phrases courtes, les petites interventions, Ouais, les les stratégies éléments de aussi langage, personnelles aussi, les stratégies personnelles, d'où il vient, est-ce qu'il a battu son chien, est-ce qu'il a tapé son chat, est-ce qu'il joue au golf ou au foot, enfin voilà, le marketing qui a toujours existé, mais qui a pris tout le lead. Mais tout le lead. Voilà. C'est un marketing politicien, c'est pas un Après, marketing je voudrais qu'on passe politicien. un peu aux Yvelines et qu'on Le garde un fait peu de temps. que les candidats, tout dépend de leur implantation locale. Locale, oui. Et c'est là que les LR, on en parlera peut-être dans peu de Oui, temps, c'est là que je voulais parler de ça, voilà, justement. sont finalement en bonne position, Il y a- en meilleure il y a- posture il y a- qu'auparavant. Il y a un cas, il y a quand même quelque chose qui est quand même assez paradoxal, j'allais dire. Le RN fait un peu plus de 19,5% des voix législatives. Ils vont avoir, on dit, entre 30 et 40 députés. LR fait 11%, ils vont avoir probablement plus de députés que le RN. C'est la preuve de ce que vous dites. C'est-à-dire qu'ils ont des candidats, ils ont des gens qui sont implantés dans les territoires. Finalement, la droite républicaine, c'est pas aussi catastrophique qu'au présidentiel, on peut dire ça comme ça. Oui, mais si vous regardez, c'est là aussi qu'il y a un paradoxe. Si vous regardez autant NUPS, bien qu'il faut voir à l'intérieur les différents partis, que les macronistes n'ont pas d'implantation Non, c'est ça. locale. Or, ce type d'élection est à la fois national
et régionale, locale. Oui, absolument. Hein. Absolument. Il y a la Alors, composante. simplement, la gauche, donc NUPS, va profiter de l'implantation locale, par Des exemple, socialistes, notamment des socialistes. Et puis, inversement, LR, maintenant, n'a plus de leader. Sur le plan national, c'est un peu la Bérésina. Mais ils sont présents dans les territoires. Ils sont toujours présents. Donc il n'y a pas simplement l'apparence, il y a la parole, la présence. La présence. Absolument. Dans les Yvelines, en tout cas, la logique nationale l'a emporté sur la logique locale. On va le voir justement. Dans un instant. Oui, on peut y passer si vous voulez. On peut. J'avais juste une question quand même à poser, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de majorité absolue, on va avoir un parti charnière qui sera peut-être LR, etc. Enfin, il va y avoir des négociations. Est-ce que, au fond, c'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie? Même si Laurent nous dit, moi je préférais une chose claire. Mais il y a un modèle à l'allemande qui nécessitera des compromis. Pas forcément de la compromission, mais voilà, dans c'est ce qui était arrivé à Rocard d'ailleurs. Sauf qu'à l'allemande, il y avait une dose de proportionnelle. Ah oui. Donc là, c'est là où on remet une dose de proportionnelle. Des institutions allemandes, oui. Non, mais pour revenir à la question de la ressort. démocratie, le débat au moins va être engagé et effectivement, on aura des compromis. Et si on avait la proportionnelle, on irait forcément vers ça. Oui. Automatiquement, mais alors paraît-il que c'est pas dans la culture française. Mais on voit mal, et puis les LR s'en défendent dans l'immédiat, qu'il y ait un accord entre les macronistes et LR. Mais en revanche, ils ne sont pas contre, les républicains pourront, ils disent nous on est pour l'intérêt général, etc., pourront donner une majorité sur tel ou tel projet. Appelle l'opposition constructive. C'est ce que eux appellent l'opposition constructive. C'est plus simple pour LR s'il y a un gouvernement du centre plutôt qu'un gouvernement LFI, on veut bien le comprendre, forcément. Oui, donc, avec Mélenchon Premier ministre, ce serait plus compliqué. Ce qu'on peut dire quand même, une fois pour toutes, là, parce que ça me paraît assez clair, l'idée de Mélenchon Premier ministre, elle est enterrée. Mais c'était du marketing. Non, mais c'est du Oui, marketing. Ce n'était que du le marketing. résultat du premier tour l'enterre, on peut dire ça, non? C'était enterré avant. Hein. Oui, c'était enterré avant. mais C'était borné, c'était borné. C'est mieux de le dire. Non, ça va mieux en le disant. Ouais, Ça va absolument. sur les fesses, En plus, nommer Premier ministre quelqu'un qui lui-même n'était pas du tout candidat. Alors ça, en c'était plus, encore autre chose. Mais ça n'a pas de sens. l'hypothèse d'une victoire de NUPES, elle n'existe plus. On est bien d'accord, même s'ils ont fait un bon score au premier tour. absolument. On passe aux Yvelines, enfin un gros plan sur les Yvelines alors. On va peut-être regarder d'ailleurs les tableaux des résultats dans chaque circonscription. Voilà, ça c'est le premier. Alors donc ça c'est la première circonscription, on voit que Charles Rodwell arrive en tête avec 33% des suffrages. La première circonscription c'est Versailles, Montigny et Guyancourt. Voilà, on voit que la majorité présidentielle arrive largement devant le candidat de la NUPES, Sébastien Ramage. Absolument. Concernant la deuxième circonscription, eh bien c'est Jean-Noël Barrot, Ensemble, étiqueté Modem, qui arrive en tête, deuxième circonscription, composée de plusieurs communes comme les Loges en Jaujas, il y a Versailles, il y a Joué en Josas, et puis le nord de la vallée de Chevreuse avec Cernay-la-Ville ou encore Saint-Rémy-les-Chevreuse ou Chevreuse. La troisième circonscription, c'est Béatrice Piron qui est en tête, largement aussi en tête, avec près de 40% des voix devant Louise Brody de la NUPES. Alors qu'elle a failli ne pas être candidate, puisque à l'origine... Monsieur Blanquer, c'est Jean-Michel Blanquer qui était pressenti pour être candidat dans la troisième circonscription. Troisième circonscription, on retrouve plusieurs communes comme les Clés-sous-Bois, l'étang-la-Ville. Donc là aussi, pareil, il y a un territoire où les catégories populaires sont aisées, quoi. Concernant la quatrième circonscription, même phénomène, là on dépasse les 40% avec Marie Lebec, candidate de la majorité présidentielle face à Céline Bourdon de la NUPES. Pareil territoire aisé autour de Maisons-Laffitte, par exemple, commune de la quatrième circonscription. Cinquième circonscription, c'est la ministre des Outre-mer, Yaël Braun-Pivet, qui est devant, qui se doit de l'emporter si elle veut rester ministre, conserver son poste au ministère des Outre-mer. Elle devance la candidate Sophie Thévenet de la NUPES. Et c'était la circonscription où LR était représentée par Alexandra Dublanc,
Blanche, qui est vice-présidente du conseil régional, qui est bien implantée, conseillère municipale ou adjointe au maire de Sartrouville, et qui n'est pas qualifiée pour le deuxième tour. Qui n'est pas qualifiée pour le second tour. Tout à l'heure, on en parlera pour sur les LR. Alors, concernant la 6e circonscription de Saint-Germain-en-Laye, c'est Natalia Poussirev, députée sortante de la majorité présidentielle, qui est largement devant Mélinda Sauger pour la NUPES. Jusque-là, on a des deuxièmes tours qui, a priori, posent aucun problème. Tous les candidats de la majorité présidentielle sont en position, en ballottage favorable pour le second tour. Après, on va voir, il y a d'autres circonscriptions. Alors, 7e... féminine très importante, globalement, comme ça. Regardez encore, donc c'est très positif. Alors là, les scores sont serrés concernant cette circonscription. Nadia, ancienne ministre déléguée à la ville, arrive et ancienne députée de la 11e circonscription. Elle a changé de circonscription. Arrive de peu en tête, 29,55% avec la candidate de la NUPES qui est au coude à coude avec 27% des voix, Michel Christofoul. Concernant la 8e circonscription, là, il y aura plus d'enjeux, puisque c'est la NUPES qui arrive en tête avec Benjamin Lucas avec 33% des voix, ce qui représente 3000 voix d'écart avec la candidate de la majorité présidentielle, Edwige Hervieux. Alors, c'est Mantes, Alors, c'est Mantes-la-Jolie, c'est la circonscription de Mantes-la-Jolie et du nord du département. Alors, si on doit faire un point sur cette circonscription... Pardon, il faut dire un mot, le sortant c'était Michel Vialet. Qui arrive en 4e position, derrière Cyril Notte du Rassemblement National, Cyril Notte qui est l'ancien maire de Mantes-la-Ville. Donc on a le Rassemblement National qui arrive en 3e position devant le candidat l'arbitre du deuxième tour. Qui sera sûrement l'arbitre du deuxième tour. On le verra après. Je reviendrai dans l'analyse un peu plus précise, notamment de la 8e circonscription et puis de la 11e qu'on va voir juste après. Concernant la 9e circonscription, eh bien on retrouve le candidat de la majorité présidentielle, Bruno Millienne, qui arrive en tête devant Laurent Morin. Et donc c'est la première fois dans le département des Yvelines qu'on retrouve un candidat du Rassemblement national au second tour d'une élection législative, Laurent Morin, qui a été maire adjoint de Mantes-la-Ville, qui représentera le Rassemblement national. Et ça confirme un peu le résultat des élections présidentielles qu'on avait analysées, c'est-à-dire que les communes rurales du nord du département, à la frontière avec l'Eure-et-Loire et l'Eure, votent pour le Rassemblement national. Donc l'extrême droite s'installe clairement dans le nord du département. On voit, il y a des villes où plusieurs villes où Laurent Morin est en tête. Je peux vous en donner quelques-unes. Juste un mot, je veux dire, Bruno Millienne a tweeté qu'en cas s'il y avait un duel entre le RN et la NUPES, il voterait NUPES. Je ne sais pas si c'est une conviction, et puis aussi il est face à un candidat RN. Quelques résultats, par exemple, Bonnières, Freneuse, c'est les mêmes résultats qu'à la présidentielle, c'est le Rassemblement national qui arrive en tête dans ces communes. Absolument. C'est le cas aussi de Flins-sur-Seine. Voilà, on en parlait puisque c'est là où est située l'usine Renault. Flins-sur-Seine a placé Laurent Morin en tête. Concernant maintenant la 10e circonscription, on descend dans le sud des Yvelines et dans le territoire du Rambolita. C'est la députée sortante Aurore Berger qui arrive largement en tête. Il ne devrait pas y avoir de surprise. On verra au second tour face au candidat de la NUPES, Cédric Briolet. La 11e circonscription, 7 communes autour de Trappes, de La Verrière, d'Elancourt. Là aussi, député sortant LR. De Saint-Cyr, de Fontenay-le-Fleury, de tête. Ménil-Saint-Denis. C'était Philippe Benassaïa, LR, qui était le député sortant. Philippe Benassaïa, député sortant des Républicains, qui n'est pas qualifié. Et c'est William Martinet de la NUPES qui arrive en tête devant la candidate Aurélie Piacenza de la majorité présidentielle. Pareil, on reviendra dans les détails, mais il y a 2000 voix d'écart entre les deux candidats. Donc là aussi, le second tour risque d'être serré. Il y a match, comme on a dit hier dans l'émission, pour revenir sur les résultats des élections législatives. Et enfin, la 12e circonscription, c'est le territoire entre Plaisir et Poissy. C'est Carl Olive qui arrive en tête, représentant la majorité présidentielle, devant Edwin Legris de la NUPES. Ce qui suppose un changement s'il gagne de maire à la mairie de Poissy, ce qui est loin d'être anecdotique. Ouais. Mais bon, oui, parce qu'il n'y a pas de cumul des mandats possible entre maire et député. On voit en gros, si on voit les choses en gros, il y a 2 circonscriptions qui sont plutôt pas incertaines, même si avec le tableau Excel vous me donnez le résultat, ça m'arrange. Je garde cette information confidentielle. C'est la 8e et la 11e. Alors,
Si on prend la 11e circonscription, donc il y a 2000 voix d'écart entre les deux candidats au premier tour. Il y a une réserve de voix pour la majorité présidentielle, notamment chez les Républicains. Quand on rentre dans les détails... Philippe Bennassaya fait à peu près 17%, je crois. Hein. C'est ça. Il y aurait, je crois qu'il y a 6, je sais plus le nombre de voix, mais 6000 voix. 6000 voix pour Aurélie Piacenza, pardon. 18,10, c'est Bennassaya, Philippe Bennassaya, voilà. Et quand on rentre dans les détails, donc à Trappes, William Martinet dépasse les 50%, à la Verrière, il est au-dessus des 40%. Mais par contre, quand on regarde la participation dans ces deux villes, eh bien, il y a près de 60% d'abstention à la Verrière et 63% d'abstention à Trappes. Et donc la réserve de voix pour la NUPES, elle est là. Elle est dans l'abstention en fait. Je pose une question à Véronique Warmel. C'est vrai qu'on voit que les partis essayent de mobiliser les électeurs. Vous pensez qu'il peut y avoir une mobilisation plus forte au deuxième tour ? C'est pas la règle. Non, en général, il y a une abstention plus forte au second tour. Mais il y a plus de vitalité dans la campagne qu'avant la première tour. Campagne, en fait. Voilà. Mais après, tout dépend aussi, tout dépend de ce qui va mobiliser les électeurs. Parce qu'on dit mobilisation, quand on annonce que votre camp est vainqueur, ça peut faire un effet de bonne wagon, un effet d'entraînement qui va faire, on va confirmer cette victoire. Quand on annonce que votre candidat est perdant, soit vous êtes complètement déçu, soit au contraire, ça vous revigore. Et ça vous incite à aller, donc ça vous remobilise. Donc là, on ne sait pas. Après, le problème, c'est qu'on est avec un choix restreint. Donc il y a des duels qui vont peut-être donner envie d'exprimer une colère à certains et à d'autres qui vont dire, écoutez, débrouillez-vous entre vous, c'est nini, et on va laisser faire. Donc c'est assez compliqué. C'est ce qui est le plus difficile à prévoir, l'abstention. Quand on veut modéliser, c'est ce qu'on ne modélise pas. C'est vraiment. Est-ce que ce sont les mêmes abstentionnistes d'ailleurs, ce qui n'est pas forcément le. Il n'existe pas un abstentionniste type. C'est très compliqué. On va aller dans la 8e circonscription, on retourne à Mantes-la-Jolie. Eh bien, donc le candidat de la NUPES, Benjamin Lucas, a obtenu 33% des voix. C'est 3000 voix d'écart par rapport à Edwige Hervieux. Et à Mantes-la-Jolie, Benjamin Lucas est largement devant la candidate Ensemble avec plus de 40% des voix. 63% des voix ne sont pas déplacées. Donc là aussi, on voit que il y a une réserve de voix chez les abstentionnistes. Je vais vous dire pourquoi, parce que il va pas y avoir, il y a énormément de voix pour le Rassemblement national et pour les Républicains. 6700 électeurs du Rassemblement national et 2300 électeurs des Républicains, c'est la réserve de voix pour la candidate de la majorité présidentielle. Donc la clé pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale, ça sera la participation dans ces deux circonscriptions, ou aller chercher, comme vous l'avez dit, est-ce que le mécontentement par rapport à la politique d'Emmanuel Macron va mobiliser les électeurs du Rassemblement national et des Républicains vers la NUPES. Eh bien, en tout cas, c'est ce que souhaitent aller chercher les deux candidats de ces deux circonscriptions qu'on va écouter. La jeunesse, les quartiers populaires et en fait toutes celles et tous ceux qui veulent tourner la page d'Emmanuel Macron se sont mobilisés massivement. Donc bonne nouvelle pour le premier tour, mais soyons très clairs, pour le second tour, il faut passer un cap supplémentaire. Tous ceux qui se sentaient pas encore concernés par cette élection, maintenant qu'ils vont pouvoir choisir entre Emmanuel Macron ou la nouvelle Union populaire, maintenant il faut qu'ils se déplacent, il faut qu'ils fassent le choix. C'est évidemment les abstentionnistes, mais je le dis aussi à celles et ceux qui ont fait d'autres choix. Moi, je ferai en sorte de travailler avec tout le monde, y compris avec celles et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. La question, c'est est-ce qu'on a besoin d'un député aux ordres de Macron ou est-ce qu'on a besoin d'un député libre et qui défend ce territoire et cette circonscription et ce que veulent ses habitants pour le pouvoir d'achat et les services publics. C'est ça le sujet. Et la question, c'est aussi un référendum sur la retraite à 65 ans. Donc, on aura des surprises. Moi, je vous le dis. Je pense qu'il y a des électrices et des électeurs que vous classez à droite, mais qui refusent la politique d'Emmanuel Macron. Un mot de conclusion, parce que malheureusement, il va falloir se quitter, Armel. Bon, je reviens sur les Yvelines pour conclure. Une évolution qui est quand même remarquable, c'était finalement la droite, les Républicains qui, pendant longtemps, enfin les gaullistes, étaient la première force politique. Centre-droit. Disons qu'en 2017, ils avaient 11... le flambeau est passé aux macronistes, qui sur 12 circonscriptions avaient tout de même 11. Il y avait juste la 8e avec Michel Vialet qui était resté LR. La 11e qui était redevenue. Et la 11e est redevenue dans une partielle. C'est un département qui a voté à 71% pour Macron
à l'élection présidentielle. Donc on arrive avec, comme vous l'avez bien décrit, donc 2 circonscriptions qui pourraient éventuellement passer à l'ANUPS, ou du moins les 2 candidats de l'ANUPS sont en tête au premier tour. Sont en tête au premier tour, mais finalement, au final, les scores nous montreront sans doute, mais ça, vous nous direz peut-être ce que vous en pensez. Je pense qu'on arrivera tout de même. Il y aura peut-être un député macroniste de moins, mais ça restera quand même très largement macroniste. Véronique, là-dessus on ne refait pas tourner le modèle, donc il a été établi sur une base régionale, parce qu'on ne peut pas descendre au niveau des circonscriptions. Mais je dirais simplement que le vrai sujet, c'est majorité absolue ou relative, et que si majorité relative, comment vont s'organiser les soutiens, parce qu'il y aura besoin nécessairement de soutien pour mener à bien une politique. Et j'entends le président remettre en avant l'idée du Wally on the flag, du tous derrière le président, derrière le drapeau, etc. D'ailleurs, il est à l'étranger aujourd'hui. Là encore, on pourrait s'interroger sur la nécessité de montrer cette dimension internationale du président alors que des élections importantes ont lieu. Et quel effet ça aura sur les électeurs, sur leur mobilisation, ça reste à voir. Et simplement, comme je ne sais plus qui le disait, il n'y a pas de substitut à la victoire. Seule la victoire est belle, disent les sportifs. Et peut-être qu'on peut rajouter qu'il y a aussi peut-être une redistribution à l'intérieur de la majorité, c'est-à-dire que le MoDem et Horizon d'Édouard Philippe vont prendre aussi une part sans doute plus importante que n'avaient les alliés de LREM dans le premier quinquennat. Un mot Oui, en conclusion, je voulais m'adresser aux abstentionnistes pour leur demander d'aller voter dimanche. Certes, c'est la fête des pères, mais c'est le moment d'aller voter. Votez pour qui vous voulez, mais votez. Évidemment, votez plutôt pour nos candidats. Mais en tout cas, déplacez-vous, faites-vous entendre et ne laissez pas les réseaux sociaux prendre la main sur la démocratie. Et la vraie démocratie participative se trouve dans les urnes. Merci beaucoup, merci à tous les quatre. Nicolas, on se retrouve très vite pour les débats justement dans les circonscriptions. Dès demain, et puis le second tour à suivre Et le second tour dans les circonscriptions des Yvelines. Absolument. Merci beaucoup Armelle Lebras-Chopard, merci beaucoup Véronique Jérôme, merci beaucoup Laurent Mazory et Nicolas. Et puis peut-être qu'on se retrouve, si vous êtes d'accord, on pourra se retrouver mardi prochain pour le commentaire du deuxième tour. Merci à tous. Oui.